Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci d'être présents en cet après-midi au festival. Voilà, je serai le chef de salle pour cette séance où Monsieur Baraté, ici présent par Zoom, va parler. Alors je dis deux mots d'introduction. Monsieur Baraté est professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3, spécialiste notamment de l'histoire des relations hommes-animaux, ce qui en faisait évidemment un invité tout indiqué pour participer au festival cette année. Parmi de très nombreux ouvrages, notamment sur la question des eaux, dont il va nous parler aujourd'hui, je voudrais citer son ouvrage reconnu comme fondamental, à savoir Le point de vue animal, une autre version de l'histoire, au Seuil, en 2001, où il a travaillé sur les vécus, les ressentis, les comportements des animaux, afin de bâtir ce que vous avez appelé une éthologie historique ou une histoire éthologique, et finalement une histoire animale. Ça ne sera pas sur ce sujet-là, ça sera sur les zoos, mais je vais vous laisser la parole, et je vous remercie, Monsieur Baraté, d'être présent en Zoom aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je ne pouvais pas être chez vous puisque je rentre d'un colloque de 3 jours à Toulouse. Donc ça faisait beaucoup de faire Toulouse, Lyon, Lyon, Fontainebleau. Mais on va faire ensemble de cette manière-là. Alors, je vais partager l'écran pour que vous puissiez suivre. Voilà. Je vais le mettre en grand format, si je peux. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous va? C'est convenable? Absolument, c'est très bien. Bien. Donc alors, puisque c'est un festival d'histoire de l'art, ben, on peut aborder les jardins zoologiques par l'angle de l'art, puisque les jardins zoologiques, ce sont toujours des mises en scène pour présenter des animaux au public. Ce ne sont pas des lieux faits pour les animaux, ce sont des lieux faits pour les humains. Et ce sont donc, on peut dire, de véritables théâtres du sauvage qui vont beaucoup évoluer au cours des siècles en fonction des goûts, en fonction des attentes, en fonction des demandes du public, en fonction de la manière dont on se représente des animaux. Alors je vais partir du XVIe siècle. Pourquoi XVIe siècle? Parce que c'est l'époque où vont arriver de multiples animaux exotiques en raison des grandes découvertes, du développement du commerce international à l'échelle mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'animaux que l'on pouvait voir auparavant au Moyen Âge, mais c'était essentiellement des espèces indigènes, des ours, des lions, des sangliers, pas des lions, des loups, pardon, des sangliers, des cerfs, que l'on exposait très souvent dans les douves des châteaux. C'est ce que vous avez ici sur la gauche, la tour de Londres. La tour de Londres ensuite qui va devenir un des premiers zoos de Londres, avec, vous le voyez, des animaux exposés dans des espèces de trous au fond des douves. Monsieur Baraté, Oui, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il serait possible de mettre le PowerPoint en diaporama? en, en diaporama, oui. Alors, voilà. Euh, Voilà, ce sera bon. voilà. Alors, parfait. Donc, vous avez Merci beaucoup. le zoo de Londres, et puis vous avez un autre exemple, c'est Dresde. Vous voyez, on est dans les fossés de la ville de Dresde, et l'on expose des ours que les gens regardent par en haut. Hein. Mais ça reste, un, très peu répandu, deux, réduit à quelques espèces, et puis avec des aménagements de fortune. Les choses changent au XVIe siècle parce qu'on a plus d'animaux exotiques. Alors ces animaux sont encore très rares, très précieux. Ce sont des animaux, la plupart du temps, réservés aux princes, réservés à la grande aristocratie ou à la grande bourgeoisie. Et on va voir apparaître une première invention dans l'Italie du XVIe siècle, notamment autour de Rome, de Florence et de Venise,
dans ce qu'on va appeler les grandes villas italiennes, que des personnages importants, des princes autour de Florence ou des cardinaux, notamment autour de Rome, vont se faire construire. Et ce sont de véritables parcs, hein. Vous avez par exemple à gauche la Villa Lante, autour de, donc, proche de Rome. Et dans cette Villa Lante, donc, on rentre, vous voyez ici, par le portail, vous avez des jardins que l'on dirait maintenant à la française, et puis on parcourt une mise en scène, vous voyez, en se dirigeant vers le château. Et à l'époque, donc, au milieu de ces jardins, arborés ou non, au milieu de ces pavillons, on avait des animaux, notamment à la Villa Lante, il y avait beaucoup d'oiseaux pour lesquels on avait installé de très grandes volières et des oiseaux donc exotiques que les gens de l'époque connaissaient très peu. Hein. Et lorsqu'on était arrivé au château tout en haut, eh bien on partait par le parc, hein, on se promenait dans le parc et on ressortait ici en bas à droite. Hein, il y avait comme ça une espèce de parcours de visite guidée où, en avançant petit à petit, on découvrait à la fois les merveilles de la nature et les merveilles de la culture. Les merveilles de la nature, c'était les animaux exotiques, mais aussi par exemple des végétaux exotiques. Et puis les merveilles de la culture, c'était des statues, des architectures, à l'intérieur des bâtiments, des tableaux. Hein. On représentait, on rassemblait là tout ce qui était considéré comme le plus beau, le plus cher, et ça servait évidemment à dire la puissance du propriétaire. Alors ces villas étaient très souvent ouvertes au public parce que c'était justement des instruments de puissance, et lorsque le propriétaire n'était pas là, ben, le public pouvait très facilement rentrer, se promener et admirer évidemment tout ce qui était exposé. Vous avez la même chose à gauche avec le, le parc de la Villa Borghese à côté de Rome, hein, cette Villa Borghese où on rentre par ici, hein, à droite. On traverse, voyez, de la même manière des jardins que l'on pourrait dire à la française, mais qui étaient en fait à l'italienne. On traverse le château, enfin la villa plutôt, hein, où se trouve quantité d'objets artistiques, et on fait un circuit en direction de la gauche. On traverse différentes espèces, différents aménagements végétaux et différents types d'animaux, et on ressort là-bas, vous voyez, en bas, à droite. Là, il y a aussi là un parcours. Alors cette Villa Borghese, elle a gardé un peu cette tradition, puisque c'est là que s'est installé le zoo de Rome à partir de 1911. Et donc le zoo s'est installé dans le parc de la Villa Borghese. Vous voyez, il y a eu comme ça une espèce de maintien de tradition entre l'époque moderne et l'époque actuelle. Alors ça, c'est le premier aménagement. Et vous voyez, l'art et les animaux sont tout à fait conjoints, hein, puisqu'on parle, je vous le disais, de merveilles de la nature et de la culture. On ne fait pas de différence entre les deux. On rassemble finalement tout ce que Dieu et l'homme ont produit de plus beau. Alors il y a une deuxième étape dans cette mise en scène du sauvage, dans ce théâtre du sauvage, c'est avec Louis XIV et l'invention de la ménagerie. Alors cette ménagerie a disparu, mais ça a été le premier bâtiment construit par Louis XIV dans le jardin, donc ça montre son importance. Elle était à l'un des bouts de la petite croix du Grand Canal, hein, non pas côté Trianon, mais totalement en sens inverse. Elle a été détruite à la Révolution et elle présente à l'époque un plan tout à fait révolutionnaire, tout à fait nouveau, hein, que vous avez donc ici à gauche sur l'écran, hein, c'est-à-dire que l'on rentrait par derrière dans ce petit château qui donnait sur
un petit bâtiment à 8 côtés. Le roi rentrait avec une seule salle à l'intérieur. Le roi rentrait donc dans cette salle au premier étage. Et à travers les fenêtres, vous voyez mieux à droite, on l'a de vue de côté, à travers les fenêtres ou à la rigueur en se mettant sur le balcon, eh bien le roi pouvait simplement tourner la tête et voir les animaux qui étaient exposés dans les cours. Je reviens là à gauche, vous voyez les cours sont disposés en éventail et donc on peut simplement tourner la tête et voir les différentes cours et dans chaque cour étaient exposés des animaux d'espèces différentes, essentiellement des oiseaux. Essentiellement des oiseaux pour lesquels on avait recréé des espaces végétalisés, essayant de reproduire ce qui était le monde de ces oiseaux ou ce qu'on imaginait être le monde de ces oiseaux. Parce que bien souvent, on connaissait peu le monde de ces oiseaux. Beaucoup de ces animaux, lorsqu'on les reçoit, on ne sait pas trop ce qu'ils mangent, on ne sait pas trop comment s'en occuper. Il y a une mortalité évidemment énorme. Alors c'est à la fois très cher, très précieux, et il faut sans arrêt remplacer, mais ça montre toute la puissance et la prodigalité du prince, en l'occurrence ici de Louis XIV. Et puis d'autres bâtiments, vous voyez notamment à gauche ici, des bâtiments plus classiques, servaient à abriter d'autres animaux au fur et à mesure que la ménagerie s'est étendue. Alors cette ménagerie, elle reprend le modèle italien des merveilles de la nature et de la culture, puisqu'il y a des fontaines, il y a des aménagements, il y a ces animaux, il y a des statues. Dans le château, il y a des tableaux, mais il y a aussi un message politique extrêmement important, et que les contemporains de l'époque vont très bien comprendre. Ces animaux, vous voyez, viennent se regrouper autour du roi qui est dans son château et viennent lui rendre hommage. Et en fait, ils viennent rendre hommage au roi Soleil. Le roi Soleil, le Soleil, au XVIIe siècle, est désormais pensé comme étant le centre du monde. Louis XIV est le roi le plus important. Et donc, c'est lu comme toute la nature qui vient rendre hommage à Dieu. Je m'interromps 10 secondes pour mettre mon ordinateur en charge parce que la batterie va tomber. Voilà. Donc il y a cette lecture politique qui est faite avec cet hommage donc des animaux, cet hommage de la nature. Et évidemment, si les animaux, si la nature viennent se soumettre, a fortiori les sujets. Parce que la nature, les animaux sont guidés par Dieu, sont guidés par l'instinct, ils savent ce qu'il faut faire, et donc ça prouve qu'on a là un monarque auquel il faut obéir. Alors cette ménagerie de Versailles, là aussi, elle est ouverte très très souvent au public et des gens comme La Fontaine, Corneille, Racine, pardon, Molière l'ont abondamment visité et le public venait très régulièrement voir ces animaux avec cette lecture artistique et politique qui était derrière. Et ça rentrait aussi dans une volonté de maîtrise de la nature, et donc de maîtrise aussi de la société, maîtrise de la nature, de la même manière, on taillait les végétaux d'une manière géométrique, les jardins à la française, mais aussi les arbres, par exemple, que l'on pouvait tailler. Excusez-moi, j'avais encore un petit souci. Voilà, là c'est bon. On pouvait tailler en forme géométrique, en carré, en triangle, sous la forme de pyramide, etc., etc. Mais aussi, par exemple, l'eau. Tous les jets d'eau, les jeux de jets d'eau étaient conçus comme une domestication de l'eau qui se mettait à faire des figures géométriques selon la volonté de l'humain. Alors, ce modèle de ménagerie a eu un très grand succès au XVIIe, XVIIIe siècle. Le bâtiment date de 1664
Et il a été très bien lu comme un modèle du pouvoir absolutiste, à tel point qu'il a été repris en Europe, et notamment en Europe du XVIIIe siècle, et il a été repris notamment chez les princes qui se voulaient, qui étaient des princes absolus, ou qui espéraient devenir des princes absolus. Et donc on voit par exemple le modèle à Madrid, ou le modèle à Vienne, hein, chez les Habsbourg, et même chez les princes, pas forcément chez les rois et les empereurs, mais même chez de grands princes. Et je vous ai mis là par exemple la ménagerie à Vienne du prince Eugène de Savoie. Et là, la ménagerie est installée sur un côté de son château, hein, pas sur les grands pans, les grands côtés, mais sur un des petits côtés de son château. Et donc, lorsqu'on est au premier étage, lorsqu'on était au premier étage, eh bien, on pouvait regarder ces cours et admirer ces cours avec des espèces différentes. Donc un modèle tout à fait particulier avec une lecture tout à fait nette et que les gens de l'époque comprenaient. Et mise en scène, et troisième architecture et lien entre l'art et les animaux, c'est l'invention du jardin zoologique au XXe siècle. Cette invention se fait à Paris, avec la fin de la ménagerie de Versailles, qui est détruite donc à l'époque de la Révolution, parce que justement, on en fait la lecture d'un instrument du despotisme, et donc il n'est plus possible de laisser ça en place, cette espèce de soumission de la nature, bien lue comme la soumission par derrière de l'humanité. Et il y a d'ailleurs toute une série de projets qui sont alors lancés pour savoir quelle ménagerie on créerait à Paris. Et vous avez les plus grandes personnalités de l'époque, Bernardin de Saint-Pierre par exemple, qui se mettent à faire des projets tout à fait étonnants, comme la ménagerie de Louis XIV était le symbole de l'oppression, eh bien, il faut faire une ménagerie qui soit le symbole de la liberté. Et on a des projets où les animaux seraient en semi-liberté dans un parc, un grand parc, et où ils pourraient se côtoyer. On a des phrases dithyrambiques en disant que comme ça, on verrait les éléphants vers le jardin des plantes actuel, des éléphants aller se baigner dans la Seine le soir et puis revenir, tout ça sous le regard des Parisiens. Et alors, cette idée-là, si vous regardez le tableau qui est à gauche, cette idée-là va courir assez longtemps. Par exemple, vous avez ce tableau d'un Anglais qui date de 1816 et qui nous représente donc le jardin suisse avec des espèces, vous voyez, en liberté, et des espèces qui se côtoient, qui ne sont pas enfermées, zèbres, éléphants, des oiseaux et des humains, qu'il y a des espèces de rencontres interspécifiques, et tout ça dans une atmosphère pacifiée, parce que, alors évidemment, ça veut dire qu'on ne garderait que les herbivores, et les herbivores sont vus comme le symbole du tiers-état pacifique, alors que les carnivores étaient vus comme le symbole, évidemment, de la noblesse, de la grande aristocratie et de la monarchie oppressive. En réalité, tout ça ne va pas être ainsi. Ce qui va être créé, c'est ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la ménagerie du jardin des plantes. Vous avez à droite, à gauche, pardon, donc le plan de cette ménagerie. Vous avez sur ce côté donc le jardin pour la botanique, avec le muséum ici en bas, à droite, hein, le grand bâtiment du muséum. Et c'est sur le côté que l'on va créer la ménagerie. Alors sur un plan, à nouveau, tout à fait, c'est-à-dire qu'on crée non un jardin à la française, comme vous avez sur la droite, mais on crée un jardin à l'anglaise. Le jardin à l'anglaise est devenu à la mode, et là aussi, avec la même lecture politique, le jardin à l'anglaise, c'est le jardin de la liberté, avec des chemins sinueux, avec une végétation qui semble avoir poussé peu, alors que le jardin à la française est lu comme un jardin, là aussi, de l'oppression
avec une raison humaine qui s'impose aux végétaux, comme le prince s'imposait aux humains. Donc on fait un jardin à l'anglaise et on disperse les bâtiments au gré du parcours. Et donc, on retrouve un peu là le principe des villas italiennes, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui rentre par une entrée et qui se met à se promener. Et au fur et à mesure de sa promenade, eh bien, il découvre soit des bâtiments. Alors, vous avez en haut à droite, en haut à gauche, donc représentation de ces bâtiments, et vous voyez qu'en fait, on n'est pas du tout dans des animaux laissés en liberté, on va se retrouver dans des bâtiments avec des bâtiments très classiques, proposant des rangées et des rangées de cages. Et donc, l'idée d'une liberté animale est très vite abandonnée, notamment sous le Consulat et l'Empire, où là, il y a un retour à l'ordre sous l'égide de Napoléon plutôt, et il n'est plus question de liberté. Alors, tout au long de la promenade, on a des bâtiments très classiques, on a des enclos, comme vous voyez, je reviens à la page précédente à droite, hein, donc des enclos avec un travail sur les bâtiments, on fait de la construction un peu exotique, on essaye de représenter les bâtiments tels qu'ils seraient dans les pays d'où viennent ces animaux. En fait, il y a beaucoup d'inventions là-dedans, c'est un peu un exotisme imaginaire. Et puis, il y a beaucoup de cages, de grilles, hein, et je vous ai mis donc ici à droite un exemple d'aménagement, alors là, un peu plus récente. Hein. On est là dans le Palais des Singes de l'entre-deux-guerres, mais qui est sur le même principe, c'est-à-dire que vous avez cet alignement de cages. Hein, soit là, c'est un bâtiment en rond, soit ce sont des bâtiments en long, mais le spectateur, donc, parcourt de cage en cage. Ce sont des cages très petites où les animaux ont beaucoup de mal à vivre, hein, à pouvoir évoluer, etc. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qu'on vient voir, c'est l'allure physique de ces animaux qu'on n'a jamais vus. Hein. Donc avant de voir comment ils se comportent, comment ils nidifient, ce qui intéresse les gens, c'est de voir déjà comment ils sont. Hein, s'ils ont des plumes, des poils, etc., etc. Donc il faut que les animaux soient tout proches, qu'ils ne puissent pas aller s'enfuir et se cacher. Et on a là aussi, ça va être une expression de l'époque, on veut que ce soit des espèces de vitrines. On fait un peu un rapport entre le jardin zoologique et le musée des beaux-arts. Hein, comme on longe un mur et on va de tableau en tableau, et bien on va aller de cage en cage pour admirer le spectacle, pour admirer là aussi une merveille de la nature. Alors avec des conditions extrêmement dures pour les animaux, hein, 80% des animaux meurent dans l'année d'arrivée, mais ce n'est pas simplement la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est dans tous les jardins européens à l'époque, mais ça ne choque personne, on renouvelle les effectifs, donc ça veut dire qu'on va faire énormément de prélèvements dans la nature, parce que pour un animal dans un zoo, il y en a 30-40 qui meurent à la capture, durant les transports, etc. etc. Alors là aussi, pardon, je vais dans l'autre sens, là aussi, le modèle parisien va devenir un modèle européen. Hein, il va avoir un énorme succès. Le premier jardin qui suit Paris, c'est à Londres, hein, c'est à Regent's Park, et c'est à Regent's Park qu'on va lancer le terme de jardin zoologique. Hein, c'est pas Paris. À Paris, on continue à parler de ménagerie comme à Versailles. Il y a une nouveauté dans le plan, dans la présentation, mais il n'y a pas la nouveauté dans le mot. Le mot est inventé donc à Londres. Et vous voyez, il y a le terme de jardin zoologique. On disperse les animaux dans le jardin. Et vous voyez qu'on soit à Londres à gauche ou à Berlin à droite, c'est le même système de présentation, beaucoup de grilles, beaucoup de cages, avec toujours l'idée que le public doit pouvoir voir facilement l'animal. Hein, il y a pas, l'animal doit se voir immédiatement, très facilement. Comme là à Berlin, vous avez cette espèce de cage grillagée autour de laquelle
le public peut se grouper. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui peut venir voir l'animal. Le problème, évidemment, pour un animal sauvage, c'est de se sentir entouré d'une cinquantaine de personnes qui crient, s'exclament, voire lancent des objets. C'est évidemment pas du tout rassurant et ça participe à souvent des formes de déprime et des mortalités rapides, hein, parce que ces animaux sont totalement angoissés par cette mise en scène, hein. Mais on le voit bien ici, la mise en scène n'est pas faite pour l'animal, elle n'est pas là pour que l'animal se sente bien, elle est là pour que l'humain puisse bien voir, hein. Soit des artistes, soit des naturalistes, soit du public, hein, mais il faut pouvoir bien voir. Et on n'est pas du tout choqué de cette manière-là, qui va nous choquer à partir du XXe siècle. On va parler de zoo-prison. À l'époque, on ne l'est pas parce que ces animaux sont aussi, c'est très net au XIXe siècle, à l'époque de la colonisation occidentale, ces animaux sont vus comme des vaincus. Les expressions des continents, des pays que l'on a conquis, avec une faune, une végétation, voire une population humaine vaincue. Et donc, on vient exposer ces vaincus et donc les tenir dans des prisons ne choque pas parce que c'est en même temps l'expression de la victoire de la civilisation, en fait de l'Occident, mais l'Occident se pense comme la civilisation, la victoire de la civilisation sur la nature. Donc un modèle qui va se répandre dans toute l'Europe au fur et à mesure en fait de la révolution industrielle. Les villes qui s'enrichissent beaucoup au XIXe siècle grâce à la révolution industrielle vont toutes vouloir un jardin zoologique, comme à la même époque il faut un musée des beaux-arts, un muséum d'histoire naturelle, un théâtre, un opéra, un parc, hein, ça devient les équipements indispensables des grandes villes. Une ville qui veut tenir son rang va avoir un jardin zoologique comme elle a les autres. Et c'est quelque chose qui continue d'ailleurs de nos jours. Quatrième étape plutôt, hein, alors troisième révolution parce que je parle de Versailles, Paris et là Stellingen. Stellingen, c'est à côté de Hambourg. Troisième révolution, donc mise en place par Hagenbeck. Karl Hagenbeck est un personnage tout à fait singulier. C'est quelqu'un qui est à la tête d'une grande entreprise. Il dirige à l'époque le plus grand cirque d'Europe. C'est aussi, il est à la tête d'une entreprise comment dire, de chasseurs d'animaux en Afrique, en Inde, etc., pour ramener ces animaux vivants en Europe et pouvoir les revendre, hein. Et il a notamment des entrepôts d'animaux donc qui arrivent par bateau, qu'il l'entrepose et puis ensuite qu'il revend soit au cirque, soit au jardin zoologique. Il y a de véritables entreprises qui se mettent en place et Karl Hagenbeck en est l'un des exemples les plus célèbres. Et il a l'idée un jour de, finalement, puisqu'il a des animaux dans les entrepôts, et ben pourquoi ne pas exposer ces animaux et donc pourquoi ne pas faire un jardin zoologique lui aussi, en attendant de vendre ces animaux à d'autres entreprises. Et en fait, là, il a l'idée révolutionnaire de faire un nouveau zoo qui va être le modèle des jardins zoologiques du XXe siècle. Alors, nouveau zoo, pourquoi? Parce qu'il va essayer de supprimer au maximum tout ce qui est cage, tout ce qui est barreau, grille. Alors, il n'y arrive pas totalement, mais il essaie de supprimer au maximum pour, à la place, mettre en scène une espèce de végétalisation, une espèce comment dire, mise en naturel de ce monde animal. Et il va notamment, vous le voyez sur ce carte, il va beaucoup employer le béton, qui est le nouveau matériau de l'époque, et il emploie le béton pour quoi faire? Pour faire par exemple du relief, pour faire des montagnes, pour donner l'impression finalement, hein, là-bas en Hambourg c'est tout plat, eh bien donner l'impression qu'on arrive dans un nouvel univers, dans un nouveau monde, avec un aménagement nouveau, des plantes exotiques et des animaux exotiques. Et on généralise donc là le système des enclos, enclos avec
soit des grilles lorsqu'on ne peut pas faire autrement, soit une deuxième nouveauté qui est ici, si vous voyez à droite, c'est-à-dire qu'on va utiliser des fossés remplis d'eau. Au lieu d'avoir des grilles, on met des fossés remplis d'eau suffisamment larges pour que l'animal ne puisse pas sauter et s'enfuir. Et donc, évidemment, il ne va pas tenter de s'enfuir. Et la nouveauté, évidemment, est importante, radicale pour le public, c'est que le public a l'impression qu'il ne vient pas voir des animaux en prison, il vient voir des animaux chez eux. Le public va avoir l'impression d'aller en Afrique, en Amérique du Sud, au pôle, etc., etc. Et là, c'est une véritable révolution. Et cette révolution, elle se fait, vous voyez, avec beaucoup, là aussi, il y a toute une construction, on peut dire, artistique. C'est tout à fait pensé, par exemple, dans l'usage du béton, dans la construction de bâtiments, bâtiments suisses, bâtiments américains, etc. etc. Vous voyez, par exemple, je reviens là, l'aménagement pour les ours polaires. Alors évidemment, les pôles ne sont pas comme ça, hein, mais il y a l'idée de nouveautés radicales et ça va extrêmement marcher. Je vous ai mis à gauche, là, sur la photo, l'inauguration du jardin de Vincennes qui est fait exactement sur le modèle de Stellingen. Vous voyez d'ailleurs les rochers. Et lors de l'inauguration, il y a une foule absolument énorme. C'est un succès considérable. Les gens ont l'impression d'aller en Afrique, en Inde, en Amérique, au pôle, etc. etc. Ce n'est plus la faune qui vient en apparence, évidemment, ce n'est plus la faune qui vient en Europe, ce sont les spectateurs qui vont dans les pays lointains. Et vous voyez tout ce que ça a évidemment d'artificiel. Nous sommes dans la mise en scène, on le voit bien avec les ours polaires, ces espèces de morceaux de banquise, ce sont morceaux de béton. Derrière, il y a une espèce de montagne, il n'y a pas de montagne au pôle, évidemment, mais combien de Parisiens sont allés au pôle à l'époque 0,00001%. Donc pour les gens, ce qui compte, c'est la nouveauté de l'aménagement. Et je dirais que la mise en scène va marcher, elle marche beaucoup et ça va marcher en gros jusqu'aux années 60-70. Et puis, à partir des années 60, à cause de la télévision, des reportages, des journaux, eh bien, le public va sentir évidemment toute la mise en scène, tout le factice de tout ça, et va se détacher de cela, va trouver que c'est dépassé, vieillot, et va retrouver le sentiment d'un emprisonnement des animaux. C'est ce qui fait que, dernière étape dans les aménagements, eh bien, on va voir apparaître dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est disons c'est dans la tendance de Stellingen, mais en allant plus loin, on va voir apparaître la volonté de naturaliser au maximum le jardin zoologique. Alors, ça va se faire avec l'apparition d'un nouveau nouvel ensemble, un nouvel aménagement que l'on va appeler non plus jardin zoologique, mais parc zoologique. Et ça, le terme de parc est très important pour montrer qu'on change d'échelle. C'est beaucoup plus grand. On donne des enclos encore plus grands parce que on devient de plus en plus soucieux pour les animaux et on comprend très bien qu'une cage de 3 mètres carrés, ça n'est plus possible. Donc on essaye d'agrandir les superficies au fur et à mesure des décennies et on végétalise de plus en plus. On enlève là aussi de plus en plus les barrières. À la rigueur, vous voyez en haut à droite, à gauche, pardon, on met des filins pour faire une volière. Alors là aussi, les filins, ça marche un temps. Et là, on réinvente ce qui se faisait à la Villa Lantée, par exemple. Ça marche un temps parce qu'on voit les oiseaux voler. Et puis au bout d'un moment, le public se dit, oui, mais c'est quand même dans une volière. Il y a quand même des filins, il y a quand même ce sentiment de prison. Ce qui fait que les jardins zoologiques actuels savent très bien qu'une installation, c'est le terme, une installation, comme vous avez une installation artistique, une installation dure 10-15 ans. Au bout de 2 ans, le public, comment dire, le côté nouveauté, le côté mise en scène ne joue plus.
et le public ne voit plus que les inconvénients de la mise en scène, c'est-à-dire l'enfermement des animaux. Alors là, dans la seconde moitié du XXe siècle, on essaye de parer de cette manière-là, et puis on accentue beaucoup cette idée qu'on voit apparaître chez Asteringen avec Anne Genbeck, l'idée que quand on rentre dans un parc zoologique ou un jardin zoologique, mais surtout un parc, eh bien, on va en Afrique, on va en Asie, etc., etc. Et le zoo est présenté comme une ambassade du monde sauvage, comme un espèce d'îlot naturel qui aurait été découpé, serait venu s'implanter en Europe, en Occident ou ailleurs, puisque les zoos maintenant se sont développés à l'échelle mondiale. Bon, ça reste artificiel, ça reste de la mise en scène, ça reste un lien entre nature, culture, art et animaux, c'est permanent, même si nous n'avons plus évidemment là de statut, mais vous avez l'architecture des bâtiments, vous avez la végétalisation qui est une forme aussi, ces végétaux ne se sont pas implantés n'importe comment, ça a été, il y a eu plantation, donc on est bien dans de l'art végétal, et vous voyez qu'il y a là quelque chose qui est continu entre art, animaux, parce que nous sommes devant un théâtre du sauvage. Voilà, j'ai fait, je ne sais pas si j'ai pas trop dépassé le temps, je n'ai pas suivi. Voilà en gros l'histoire de cette mise en scène des jardins zoologiques et je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. C'était très bien en termes de temps et en termes de contenu. Merci beaucoup. Je vais vous laisser arrêter le partage de connexion. Oui. Voilà. Voilà, comme ça vous redonnez. Et je vais inviter, on va faire quelque chose d'un peu particulier, comme l'ordinateur ne peut pas se tourner, vous ne pouvez pas voir la salle, donc je vais inviter les personnes qui ont des questions à venir prendre ma place pour que vous, Monsieur Baraté, puisse vous voir. Est-ce que quelqu'un a une question? Des questions? Oui, je vous en prie, la mémoire. Donc je me mets là. Monsieur Baraté, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette question qui était débattue au sein des zoos sur le fait de donner aux grands carnivores, aux lions ou aux tigres, des grands herbivores du zoo morts? L'histoire de la girafe, je crois, qui avait été donnée à consommer aux zoos de Copenhague. Et il y avait eu une agitation dans les zoos français en particulier qui pensaient que le public n'était pas prêt à ce genre de spectacle. Oui, effectivement. Alors, que ce soit les grands carnivores ou que ce soit les herbivores que l'on va acheter à la boucherie ou à l'abattoir, parce qu'il faut nourrir évidemment les carnivores, les lions, etc. Donc, en fait, pendant très longtemps, on ne leur donnait pas d'autres animaux du zoo, en grande partie parce que ces animaux mouraient de maladies, donc il ne s'agissait pas de transmettre par exemple des maladies, et donc on donnait, jusqu'à très peu, on donnait de la viande d'abattoir, des bovins essentiellement ou des ovins. Alors la question s'est posée récemment de pouvoir, entre guillemets, recycler de cette manière-là. Évidemment, ça pose problème si on le dit à l'opinion publique, parce que les jardins zoologiques surfent depuis une cinquantaine d'années, depuis en gros les années 70, sur l'idée que c'est un monde naturel, une ambassade du monde naturel, et qu'ils sont là pour préserver la nature, la sauvegarder même. Et donc ça rentre en contradiction avec tout ça. Il y a un autre élément aussi qui a eu lieu, c'est le fait de la découverte par le public de l'euthanasie d'animaux. Beaucoup d'animaux maintenant ne meurent pas en un an comme jusqu'aux années 1960. La mortalité a été très forte très longtemps, jusqu'aux antibiotiques en gros. Mais donc ils ont une durée de vie un peu plus longue parce que d'ailleurs ils sont nés en jardin zoologique, ils n'ont pas le stress des animaux sauvages. Mais le problème, c'est que comme on n'a plus le droit
d'aller prendre, avec raison, dans le monde sauvage. Les jardins zoologiques reproduisent leurs animaux entre eux avec le problème de la consanguinité. Et les jardins, pour limiter cette consanguinité, s'échangent les animaux. À l'échelle quasiment mondiale maintenant, il y a des accords entre eux. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des moments où on a des animaux, un jardin va avoir par exemple des petits, et ces petits, pour des raisons X et Y, personne n'en veut parce que la consanguinité est trop forte, elle a mal été contrôlée par le jardin zoologique en question, ou là où on voudrait les envoyer, il y a des individus à proximité génétique trop forte. Et du coup, il y a des jardins zoologiques qui sont obligés régulièrement d'euthanasier leurs animaux. Et ça, ils en parlaient très peu, très très peu. C'est venu sur le devant de la scène assez récemment. Et il y a eu justement une mise en scène, je me demande si c'est pas à Copenhague aussi, mise en scène par le directeur qui a voulu être franc sur cette affaire, dire que oui, on est obligé d'euthanasier les animaux, avec l'idée, je ne sais pas si elle était très bonne, mais il a voulu faire ça avec un girafon et le faire euthanasier devant une classe d'enfants. Alors là, ça fait un scandale à l'échelle mondiale. Je pense qu'il était allé trop loin dans l'ouverture, où il aurait fallu préparer le public bien avant. Mais le public a été très choqué parce que finalement, alors les choses commencent à changer, mais les zoos sont en train de se retrouver prisonniers de cette espèce de publicité qu'ils ont mis en place depuis 50 ans, c'est-à-dire venez chez nous, c'est le monde sauvage, etc., etc., nous préservons la faune. Oui, mais on se rend compte à ce moment-là que les modes de gestion ne sont pas du tout naturels. On a une petite population d'animaux de zoo qu'on doit avec de gros problèmes de consanguinité, de gros problèmes maintenant on sait de dérive génétique, ce qui fait que cette population animale des jardins zoologiques, petit à petit, génération après génération, est en train de s'éloigner de ses cousins sauvages, et qu'il y a une forme de domestication rampante sur plusieurs, ces animaux, génération après génération, habitués à être en contact avec le public, les soigneurs, etc., ne sont plus des animaux sauvages. Et donc là, on est en train de toucher, depuis une dizaine d'années, on est en train de toucher le bout d'une époque qui a bien marché pour les jardins zoologiques. Ils ont beaucoup surfé là-dessus depuis 50 ans, ça a été très gagnant pour eux, mais là, on est en train d'arriver au bout, je dirais, de l'impasse. L'impasse pour faire figure, c'est-à-dire qu'on voit apparaître les inconvénients et le public commence à en prendre conscience. Merci. On va prendre une autre petite question. À moins que... Bonjour. Petite question sur les dispositifs liés au public. On a deux modalités dont vous n'avez pas parlé, mais je suis sûre qu'elles sont comprises dans vos recherches. Celle du safari, où on va enfermer le public dans un petit train et il va être captif de ce dispositif pour être au milieu des milieux. Et l'autre dispositif aujourd'hui qui se développe, je pense à Beauval notamment, dispositif hôtelier où on vous propose de dormir dans une chambre dont la baie vitrée donne sur l'habitat des guépards ou autre. Donc je voulais avoir un peu votre expertise par rapport à ces dispositifs, savoir s'ils sont, pour celui du safari il est ancien, mais s'il est encore finalement développé ou s'il est en train de péricliter, et si ce domaine, cette modalité hôtelière d'un spectacle privilégié et en face à face est quelque chose qui se développe le plus particulièrement. Merci. Merci. Alors, pour le premier cas, effectivement, ça a été une grande idée à partir des années 60-70. C'est le cas, par exemple, de Thoiry dans la banlieue parisienne, ou de Peaugres, enfin, banlieue au sens très large du terme, de Peaugres proche de Lyon, de Six-Jambes vers Montpellier. C'est-à-dire que, justement, on a surfé sur cette idée que ce n'est pas les animaux qui venaient à nous, c'est nous qui allions à eux, et donc de laisser rentrer le public dans des enclos. Alors dans un premier temps, le public rentrait en voiture, bon, et puis on s'est dit quand même que pour les lions,
avoir devant eux sans arrêt des gaz d'échappement, des moteurs, etc., c'était pas forcément le mieux, donc ça a été en bonne partie abandonné. Puis on a fait, comme vous dites, en train. En Amérique du Nord, ce qui a été beaucoup développé, ce sont des espèces de tunnels grillagés, enfin tunnels, où donc c'est le public qui est cantonné, et ça donne une image inverse, c'est-à-dire que ça donne l'impression que les animaux sont en liberté, d'autant qu'ils vivent à plusieurs, parce qu'on sait que maintenant, on ne peut plus laisser des animaux seuls, ce qui ne gênait pas au XIXe siècle, mais on sait maintenant que la solitude abrège rapidement les durées de vie, donc on laisse des groupes pour qu'il y ait une sociabilité animale, et donc on donne l'impression que les animaux sont en liberté et que c'est le public qui est en prison, finalement. Hein. Bon, ça reste une mise en scène, parce que l'enclos a beau être beaucoup plus grand qu'autrefois, c'est quand même un enclos fermé, et le lion ne peut pas sortir pour aller se promener à Central Park, par exemple. Hein. Donc, ça reste une mise en scène, mais qui a eu beaucoup de succès, un peu moins maintenant, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le public, et ça les directeurs de jardins zoologiques en sont bien conscients, notamment les directeurs privés. Pour les jardins publics, c'est plus difficile parce qu'il faut convaincre les hommes politiques locaux, nationaux, qu'il faut donner de l'argent, et c'est très compliqué. Mais les directeurs privés savent très bien maintenant qu'il faut renouveler sans arrêt, sans arrêt. Et donc, j'en arrive à votre deuxième question. Ce que vous citez là, c'est un exemple de renouvellement. Hein, parmi les exemples de renouvellement aussi de la seconde moitié du XXe siècle, ça a été la généralisation du verre. Hein, là où on ne pouvait pas mettre des fossés, eh bien, plutôt qu'avoir des grillages, des barreaux, on a mis du verre. Hein, parce qu'on a pu créer à ce moment-là de grandes parois en verre répondant. Et ça a très bien marché un temps. Hein, on a l'impression qu'on est à côté des animaux. Je me rappelle de ma fille qui avait 30 ans, qui a 30 ans à l'âge de 2-3 ans, s'écrasant le nez contre une vitre, et puis de l'autre côté, il y avait un petit chimpanzé qui s'écrasait aussi le nez contre la vitre, et tous deux se regardaient. Ça a beaucoup marché. Maintenant, un peu moins, parce que les gens sont un peu plus habitués et se disent que l'animal, il est quand même en clos. Quoi, hein. Alors, toutes ces sortes d'aménagements récents, il y a là une tendance qui est assez frappante. C'est un peu un retour à ce qui se faisait au XIXe siècle, c'est-à-dire alors que les jardins zoologiques l'avaient complètement refusé dans la seconde moitié du XXe siècle, on revient à ça. C'est l'idée un peu de Disneyland, je dirais, hein. C'est-à-dire avec la création d'hôtels, on peut y vivre, avec la création d'autres activités à l'intérieur du parc animalier. D'ailleurs, on parle aussi de parc animalier maintenant. Et il y a une espèce de volonté de diversification, mais qui existait par exemple à Manchester à la fin du 19e siècle. Le zoo de Manchester, il y avait des restaurants, des hôtels, il y avait des patinages à glace, salles de bal, et puis il y avait les animaux tout au milieu. Hein, on était dans une espèce de Disneyland de l'époque. Et il y a une tendance là des jardins zoologiques à faire ça. C'est très bien, ça permet de diversifier effectivement l'attrait du public. Hein. Mais à mon avis, ça va assez vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va assez vite rentrer en contradiction avec tout ce qu'ils ont développé dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire l'idée d'un monde sauvage. Hein. Bon, je sais bien, coucher avec des animaux à côté, ça répond à une volonté du public d'empathie avec les animaux, de partager leur vie, mais évidemment, ça réduit l'idée que c'est un véritable monde sauvage. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, on doit clore la séance pour laisser la place à une après-midi d'architecture, mais on vous remercie infiniment. On vous applaudit, j'espère que vous les entendez. Oui, merci.